Est-ce que vous arrivez à voir mon écran? OK, c'est bon. Donc, PowerPoint. Euh, Première chose, j'ai la présentation PowerPoint en français et en anglais. Donc, première chose, je l'ai fait tard, très tard hier. J'avais pas trop de temps de faire la traduction. Donc, ce que j'ai fait, j'ai demandé à Claude de faire la traduction. Donc, ça, c'est pour vous dire que Claude n'est pas simplement ici pour faire du code. On peut faire pas mal de choses. Donc, j'ai simplement téléchargé le upload, je ne sais pas comment on dit upload encore en français, le PowerPoint, et je lui ai dit simplement translate into French this document. C'est simple. Donc, il m'a donné le PowerPoint en français. Donc, je vais vous poser la question. La traduction est pas mal. Donc, j'ai simplement changé. La seule chose que j'ai changé, je pense, c'est ça. Quand on parle de build tool, Gradle, Maven, je pense que si vous êtes dans le domaine de la programmation, surtout Java, vous connaissez. Donc, Claude l'a traduit en anglais, build tool, Claude l'a traduit par outil de build. Donc, c'est le seul mot sur toute la traduction que j'ai changé. Donc, pour vous dire la qualité. Donc, la question que je pose à l'agence, Daoud, vous voulez la présentation en français ou en anglais? Enfin, de PowerPoint. Moi, je vais parler français. Olaf, si vous voulez aussi. Moi, le fait meilleur que mon français. French or English, whatever you want, let me know. Je vous laisse décider. C'est assez terre à terre, hein. Les mots, c'est plutôt de l'informatique et de la programmation. Donc, ces mots sont universels, vraiment. Donc, restons en anglais. D'accord. Donc, vous allez m'entendre parler de AI, hein. Je sais qu'en français, vous dites IA. Bon, ça me fait toujours rire. Donc, AI, tout le monde comprend. D'accord. Donc, c'est le plan. I'm going to walk you through. Je vais marcher, défiler sur le PowerPoint. Ça va prendre 2, 3 minutes. Donc, vous montrer ce qu'on va faire et comment on va le faire. Après, j'arrête ça, je vous montre un peu de code, maybe peut-être 2, 3 minutes, et puis on fait la démo. Donc, c'est ça le programme. PowerPoint, je peux élargir ou je le laisse comme ça? Est-ce que vous arrivez à voir? Sinon, je vais en présentation mode pour occuper tout l'écran. Donc, vous me dites. Si ça suffit, on reste comme ça. C'est bon, parfait. Donc, agenda, introduction, et puis le contexte, qu'est-ce qu'on est en train de faire, démo, et puis question. Très, très simple. Intro, bon, pas grand-chose, hein. Je vais vous laisser le PowerPoint, donc vous pouvez lire plus tard. J'ai quitté Dakar il y a très longtemps, donc avec un bac C, lycée Blaise Diagne, Dakar et puis Paris, où j'ai fait de la physique. Donc, j'étais plutôt aux alentours de Nantes, Angers, Le Mans, mais bon, la famille était à Paris, quoi. Donc, je suis parti de Paris avec un doctorat de physique, Atlanta. Depuis lors, Java, etc., etc. Donc, pas mal de boîtes avec lesquelles j'ai travaillé. Bon, j'en cite simplement 3 sur une vingtaine. Accenture, Red Hat, IBM, etc. Voilà. Target audience, comme on dit, pour pouvoir profiter de cette présentation, bon, il y a quelques outils à connaître. Donc, ça va vraiment faciliter la façon dont vous allez kind of profiter de cette présentation et comprendre les topics sur lesquels on va toucher un peu. Donc, Java, c'est un des langages de programmation. Donc, moi, je suis plutôt Java. Donc, Java et backend. En général, vous avez backend et UI. Donc, le backend, c'est bon. J'entre pas dans les détails. Donc, voilà. Java, microservice, et puis les build tools, ce qu'on appelle les build tools. Quand vous avez un programme Java, il faut le compiler, etc. Donc, les outils qu'on utilise, Maven, Gradle. Euh, AI, c'est bon de savoir ce que ça veut dire AI et puis Generative AI. LLM, qui est la base de AI, etc. Et qui sont les fournisseurs LLM, les providers, LLM providers. Google, vous connaissez OpenAI, Anthropic. Donc, aujourd'hui, je pense qu'on va passer assez de temps sur Claude Anthropic. Puis ça aussi, c'est bon à savoir, c'est quoi un token AI, c'est très cher.
Donc, token, c'est une facturation, mais c'est quand vous tapez des mots, token, ça peut être simplement un mot, ça peut être également un groupe de mots. Mais là on va très deep into LLM, c'est pas nécessaire, mais c'est un truc à connaître, surtout quand on parle de cost, le coût, qu'est-ce que ça va coûter, pardon. Et ça, c'est important pour l'utilisation de MTA, qui est le tool que je vais vous présenter aujourd'hui. Comment on fait pour sauver de l'argent quand on utilise des tools comme MTA sur les tokens. Cloud. Kubernetes also, c'est bon à savoir. Avant, on déployait, quand on avait des applications, il faut les deploy somewhere, on déploie quelque part. En général, c'était des serveurs, ça peut être des mainframes IBM, ça peut être des serveurs AX, etc. Ça peut aussi être des VM. Donc, tout ça, c'est cher. C'est pour ça qu'on est passé à cloud, qui est beaucoup plus flexible. Donc, vous payez pour ce que vous utilisez. Vous n'avez pas besoin d'avoir un parc physique de serveurs qui sont quelque part, qui sont là 24 heures sur 24, vous devez les maintenir, etc. Donc, les gens bougent de plus en plus de ce modèle vers le modèle cloud, qui est beaucoup plus flexible et décentralisé. Donc, le cloud que j'utilise, moi, l'outil que j'utilise, c'est OpenShift. Donc, vous avez pas mal d'outils, vous pouvez télécharger Kubernetes, c'est gratuit. Donc, la version originale, mais il faut avoir beaucoup de connaissances. Donc, pour l'installer, configurer, etc. Sinon, vous pouvez aller à AWS, Amazon. Donc, ils ont une version qui s'appelle EKS. Vous pouvez aller chez Google, vous pouvez aller chez Azure, ou bien vous allez chez Red Hat. Red Hat, ils ont la meilleure version qui s'appelle OpenShift. Donc, moi, je travaille sur OpenShift. Donc, c'est l'une des meilleures versions. Voilà. Le contexte, pourquoi on fait ce qu'on fait? Donc, on a un code qui est assez ancien. Donc, un code Java, ça peut être Java, ça peut être n'importe quoi. Vous avez les mainframes, ils ont des codes qui font 40 ans. Donc, c'est vieux, c'est pas facile à maintenir. Java, c'est la même chose. On a commencé à Java 1.0, maintenant on est à Java 24. Donc, vous avez du Java très vieux qui est sur des VM ou bien sur les serveurs dont j'ai parlé quelque part. On dit on-site. Ça veut dire que vous avez votre parc physique, il faut le maintenir. C'est cher, c'est cumbersome. Envahissant, voilà. Tu vois. Et vous avez aussi l'autre aspect, le framework qu'on utilisait avant. Donc, si vous avez fait Java il y a longtemps, vous connaissez Applet, vous connaissez Servlet. Donc, ça, c'est des frameworks qu'on ne fait plus. Que Servlet, pour déployer ça, il vous faut des machines, il vous faut Tomcat, il vous faut Open Liberty, ce que je vais utiliser, etc. Donc, on veut s'écarter de ça. On modernise, on refacture, et puis on déploie sur des outils cloud. Donc, les outils qu'on peut utiliser pour faciliter la modernisation, il y en a un que j'ai cité, c'est Red Hat Migration Toolkit for Application. Donc, on dit MTA en français. Et puis, il faut aussi faciliter, cette migration vieux framework, vieux code, tout nouveau framework, nouveau code. Donc, ça, la partie AI facilite ça. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces tools, ces outils-là existaient bien avant AI. MTA, il y en a pas mal. Bon, IBM en fait beaucoup. Je vais nommer IBM, de temps en temps. Ce que j'ai fait 4 ans à IBM, c'est je sors d'IBM. Donc, IBM et Red Hat. Donc, tous les outils que j'utilise viennent d'IBM et de Red Hat. Et si vous suivez aussi, vous devez savoir que maintenant, Red Hat appartient à IBM. Donc, IBM a acheté Red Hat il y a 5-6 ans. Donc, maintenant, c'est une compagnie qui appartient à IBM. Code Assistance, vous avez Anthropic Claude, vous avez Google, Gemini, etc. Donc ça, c'est notre problème. Comment on va solutionner ce problème? On va utiliser ce que j'appelle MTA en conjonction avec Claude ou bien Google LLM. MTA va analyser mon code et va détecter ce qu'on appelle des incidents. Un incident, ça veut dire quoi? Vous avez quelque chose dans le code qui ne peut pas être gardé. C'est trop vieux, on va le changer. C'est un jargon, on appelle ça un incident. Donc, vous avez un framework qui est ancien, une library qui est trop ancienne, donc on change ça. Donc, ça, on a programmé de MTA de façon qu'il peut détecter ces anomalies. Ce n'est pas des anomalies, c'est simplement quelque chose de vieux qu'on ne peut pas transporter sur le côté cloud. Vous avez un code qui est assez vieux. Si vous voulez migrer ce code
vers le cloud, vous devez changer ce code un peu. Donc, MTA vous aide à trouver ces incidents et après, vous dites à Claude ou bien Gemini, hey, comment tu peux traduire ça? Vous pouvez penser simplement traduction. Vous avez un truc en français, vous le voulez en anglais. Vous avez en chinois, vous le voulez en japonais. Donc, Claude va détecter toute phrase qui est en chinois. Il dit, hey, j'ai détecté une phrase. Il lui dit, OK, envoie ça au LLM. Le LLM va me donner le japonais. Là aussi, c'est pareil. Vieux code, LLM va m'aider à changer ce vieux code en nouveau code ou bien framework. Donc, ça, vous avez VS Code, c'est les développeurs connaissent cet outil-là. Donc, vous avez VS Code. En général, moi, j'utilise IntelliJ. Mais il se trouve que le plugin MTA, il existe pour VS Code for now. Il n'existe pas encore pour IntelliJ. En partie, il existe, mais la partie AI n'existe pas encore pour IntelliJ. Donc, quand la partie AI va exister, je vais utiliser ça. Mais pour l'instant, si vous voulez faire MTA AI, donc vous devez installer l'extension sur VS Code, qui est un outil de développement. On appelle ça en anglais. Vous aide simplement à je reviens au PowerPoint. Donc, c'est ça la solution. Maintenant, vous avez une phrase. Donc, je vais revenir à l'analogie de la traduction. Pourquoi on a besoin de OpenShift et puis de cette base de données? On peut faire une traduction juste une fois. Aller vers le LLM, c'est cher. Vous payez de l'argent. Si vous avez une phrase, par exemple, je vais au marché, vous avez plusieurs applications ou plusieurs textes ou plusieurs livres à traduire. Vous avez une phrase dans chacun de ces livres, je vais au marché, vous voulez traduire ça en anglais. Vous n'avez pas besoin à chaque fois d'aller vers le LLM. Parce qu'à chaque fois que vous allez vers le LLM, vous payez de l'argent. Si vous avez traduit la phrase une fois, vous pouvez sauvegarder ça dans une base de données. Donc, les gens qui connaissent LLM, ils disent, hey, ça, c'est MCP Server. Oui, c'est parfait. C'est la même chose, MCP Server. Donc, à chaque fois que j'ai un truc nouveau à traduire ou à changer, avant d'aller vers le LLM, je consulte ma base de données. Et cette base de données, elle run dans OpenShift. Donc, ça, c'est Cloud. Ça, c'est Kubernetes. Donc, le trajet à chaque fois, j'ai un truc nouveau, je cherche ici, il n'est pas là, je vais vers le LLM. Et quand j'ai une traduction, je le sauvegarde ici. La prochaine fois, je viens ici directement. Voilà. Donc, le code, je veux passer au code. Ça, c'est un vieux code. C'est, on appelle ça servlet. Donc, ceux qui connaissent Java, ceux qui font du coding 5 ans, 6 ans, un peu plus, maybe. Donc, ils savent ce que servlet veut dire. Donc, ça, c'est vieux. On va changer ça. Quelque chose de nouveau. Donc, vous allez voir, quand je vais commencer, vous allez voir que ces choses-là vont être changées. Donc, ça, on appelle ça des imports, c'est des packages, des libraries. Pour faire mon code, j'ai besoin de ça. Ça a été fait par d'autres personnes. Donc, j'emprunte, comme on dit. Si vous connaissez Java, aucun langage de programmation, vous savez très bien ce que ça veut dire. Et à partir de ça, je fais mon code. Donc, ça, c'est la servlet, qui est assez vieux. On ne fait plus de servlet maintenant. Mais vous avez beaucoup de vieux codes qui ont servlet. Donc, ça, c'est le code original. Et ce qui a été généré, il me l'a fait en Quarkus. Quarkus, c'est pas mal du tout. Donc, c'est récent. C'est comme Spring Boot. Certaines personnes connaissent Spring Boot. Donc, Claude m'a aidé. Claude Gemini a changé mon code from Servlet, qui est un Java Framework, to Quarkus, qui est un autre Java Framework, qui a été fait par Red Hat. Donc, ce code, il simplement affiche. Attends, je vais vous montrer. Ici, je l'ai. Ça, c'est OpenShift. Donc, ça, c'est un cluster OpenShift que j'ai déployé sur AWS. Et j'ai installé MTA ici. C'est un opérateur, comme on dit. Donc, vous avez là votre première impression de OpenShift, un déploiement OpenShift. Vous allez à Amazon, vous avez AKS, ça va vous donner un autre aspect, donc qui n'est pas très, pas facile à utiliser. Donc, définitivement, OpenShift est la meilleure version de Kubernetes. Le code. Donc, ça, c'est la servlet. Il dit simplement Hello World, donc il affiche le temps, etc. Donc, à chaque fois que je refresh, vous voyez le code.
le temps qui change. Donc, si je reviens au code, donc on va revenir au servlet. Donc, il affiche simplement un message. Donc, ce message, il est où? Voilà, ici. Donc, si je mets Bonjour Dakar, il va afficher Bonjour Dakar. C'est simple. Le reste, je lui demande d'afficher le temps, etc., des détails un peu techniques. Voilà. Donc, c'est aussi simple que ça. C'est un code très simple. Hein. Il n'y a pas grand-chose. Donc, la même chose, Quarkus. Donc, le code a été, si vous voyez ici, donc, c'est pas le même port. Hein. Donc, Quarkus, il est sur 8082, 8082. Et là, vous voyez le logo Open Liberty. Si vous connaissez Open Liberty, c'est comme Tomcat, c'est comme Nginx, pour ceux qui savent euh, web development. Voilà. Lui, il tourne sur le port 980. Donc, si je reviens au code, il a été configuré pour, serveur XML. Et il tourne, je vous avais dit que si vous avez des applications web, la façon de faire ça dans le temps, il y a 10 ans, 15 ans, il fallait constamment déployer dans une application server, on dit, ou bien container web. Donc, Tomcat, Liberty, etc. Il y en a pas mal. Nginx, tout le monde connaît Nginx. Donc, si vous faites du servlet, vous devez faire le build d'abord. Là, j'utilise Maven. Vous créez votre build. Il va créer le web WAR-file, etc. Quand vous avez fini avec le WAR-file, vous devez déployer votre WAR-file. Donc, là, ça, c'est Open Liberty. Pourquoi WLP, Web Shell Liberty? Le servlet, que je l'ai déployé dans un web container qui s'appelle Liberty. Il est ici. Donc, c'est assez compliqué. Je l'ai mis là, etc. Donc, ça, c'est vraiment encombrant de faire ça. Tandis que Quarkus, je n'ai pas du tout à faire ce genre de truc. Donc, avec Quarkus, c'est très simple. Donc, je reviens sur IntelliJ. Donc, on va aller à Quarkus. C'est mon code, il marche. Donc, je fais ça. OK. Il marche, je vais arrêter ça. Donc, j'ai arrêté Quarkus. Je reviens ici. Quarkus. Je refresh. C'est parti, il n'y a plus rien. Donc, je reviens ici. Tout ce que j'ai à faire, j'ai pas besoin de conteneur, j'ai besoin de rien. C'est pourquoi les gens utilisent Quarkus et ils se connectent directement sur OpenShift. Il est assez facile à utiliser, etc. Tu vois. Donc, je reviens. Ça marche. Parfait. Donc, si je veux changer quelque chose, je vous donne simplement ici la raison pourquoi je parle de ça, pourquoi on utilise Quarkus, parce que ça vraiment facilite la vie d'un développeur et puis il génère des choses qui sont plus légères à déployer dans le cloud. Là, je change mon texte. Je fais bonjour. D'accord. Je peux pas faire ça avec Servlet. Si je fais ça avec Servlet, je fais le rebuild, j'ai généré le jar file, je vais aller à l'application serveur, je déploie le jar file, j'allais l'application serveur ou bien le serveur, Liberty comme on dit, et then je relance tout. Ici, je fais un changement, il le prend automatiquement. Donc, ce que je dis en ce moment, c'est pourquoi les gens vont faire le changement from un code, from un framework to another framework, to Bonjour Dakar. Donc, immédiatement. Donc, ça, c'est une raison pourquoi on utilise Quarkus. Ceux qui font Java, ils savent très bien ce que ça veut dire. So, faire ce genre de reload, comme on dit, à la volée, ils savent ce que c'est, mais bon, ça, c'est des détails. Donc, ça, c'est le code, c'est fait. Now, je suis ici. Mon servlet, il est là, il se trouve là. Et là, on va passer à VS Code. Donc, je l'ai téléchargé ici, il est toujours ici. J'ai ouvert VS Code et je me suis pointé sur ce Hello Servlet, donc, que j'appelle Legacy. J'ai fait des configurations. La première chose à savoir, vous avez les étapes, c'est vous avez VS Code. Je ne sais pas si je peux pas le faire à partir d'ici. Euh, OK.
Donc, ça, c'est le diagramme je vous ai montré. Donc, je l'ai fait à partir d'ici. J'ai fait une screenshot. Donc, comment ça marche? Vous installez VS Code d'abord. Une fois que vous avez installé VS Code, vous allez installer l'extension MTA. Parce que VS Code ne vient pas avec MTA. VS Code, c'est un outil générique pour faire du développement, n'importe quel type de développement. Donc, vous avez besoin d'installer VS Code sur MTA. Ensuite, vous allez configurer un provider qui est votre fournisseur. Donc, vous allez voir, on va en programmer, enfin, configurer deux. Et puis, vous définissez un profile. J'ai un servlet, je vais aller à Quarkus. Donc, mon profile, origine, c'est servlet. Je vais mettre servlet. Et puis, target, c'est Quarkus. De l'autre côté, il y a des personnes, ils ont d'autres codes, ils ont d'autres frameworks. Je peux mettre simplement JSF, Java Server Faces, et je vais aller à Spring Boot. Ou je peux dire, j'ai Spring Boot, je peux aller à Quarkus. Je veux aller à Quarkus. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle le profile. Donc, vous avez à chaque fois target et source. Donc là, source, ce sera tablet, target, ce sera Quarkus. Si on a le temps, la deuxième démo source, ce sera Spring Boot, target, ce sera Quarkus. Donc, j'ai choisi Quarkus. Solution server, ce que je vous ai montré, cette base de données qui enregistre les solutions précédentes. À chaque fois que vous avez fini de faire un travail, ils enregistrent tout. Donc, vous revenez, vous voulez faire la migration d'un autre code. Donc, il y a des choses qui ont été sauvegardées. Si je reviens à mon schéma, ici, donc, il passe ici d'abord, il cherche. Et ça, c'est gratuit. Et la solution n'est pas ici, que je reviens ici. Quand vous installez l'extension ou le plugin MTA sur VS Code, vous avez ça dès le départ, vous avez tout ça. Donc, ils sont préconfigurés. Vous avez DeepSeek, vous avez Llama, vous avez DeepSeek est là, vous avez Amazon Bedrock, tout est là. Donc, j'ai choisi Google. Tout ce que vous avez à ajouter, c'est votre API key. Où se trouve Google, vous n'avez pas besoin de l'ajouter. On appelle ça la base URL. Il le connaît. Mais si vous voulez, si vous le connaissez, vous le mettez. Mais tout le monde sait que par défaut, Google LLM se trouve ici. Donc, MTA, les gens qui le font, ils sont au courant. Donc, ils nous facilitent la vie. Ils nous disent simplement, bon, ça, on le commente, vous n'avez pas besoin de le faire. Si vous interrogez le LLM de Google, ce qui n'est pas toujours le cas. Dans la banque à laquelle je travaille, on ne permet à personne d'aller directement de la banque à l'extérieur. C'est trop dangereux. Donc, on va de la banque à un LLM Hub qui est à l'intérieur de la banque. Dans ce cas, on a besoin de un comment, remove, ça c'est, on appelle ça comment. On remove ça et puis on met le URL du LLM Hub de la banque. Ce que je fais avec Claude. Donc, ça, c'est Google. On appelle ça des profiles. Et à chaque fois, vous avez ce truc-là. Comment MTA sait quel profil est actif? C'est le profil qui a ça. Ici, je l'ai commenté. Donc, celui-là n'est pas actif. Là, c'est Claude qui est actif. Donc, j'ai mon key Claude ici. Je vais l'enlever. Après, je l'ai créé hier, je crois. Donc, ça, c'est mon API key. Galten Dev Demo, etc. Une fois que j'ai fini, je l'enlève. Sinon, si vous connaissez mon API key, vous pouvez utiliser Claude, mon Claude. Et c'est moi qui l'ai fait. Voilà. Donc, quand vous ouvrez ça, par défaut, vous avez ce provider setting.yaml. Je vous montre après comment on les ouvre. C'est très simple. Donc, vous faites votre configuration. Donc, vous ajoutez API key. Et aussi le modèle, quel type. Ce qui est pas mais bon. Vous avez ici beaucoup de modèles. Tous ces modèles, ils parlent le même langage, basé sur OpenAPI. Claude, il est particulier, il ne le parle pas. Donc, avec Claude, je ne peux pas aller directement sur le Claude LLM. Donc, je passe par ce qu'on appelle un proxy, comme je vous avais dit pour la banque.
vous passez par un proxy. Donc, si je reviens sur ce diagramme, here, ça, vous pouvez appeler ça. Ici, je vais directement sur Gemini. Ça, c'est public. Donc, de ma machine, je vais public sur Gemini. Pour Claude, je passe d'abord sur un serveur qui rentre sur ma machine et ce serveur pointe sur Claude. Donc, c'est lui qui va faire la traduction. Parce qu'encore une fois, vous avez une vingtaine de modèles. Claude est le seul qui ne parle pas directement de langage OpenAPI. Donc, on a besoin de ça pour faire la traduction. Et on utilise ce même système quand on est à l'intérieur d'une banque et on ne peut pas aller directement à l'extérieur. Donc, on appelle ça, on peut dire simplement proxy ou bien hub or whatever you want it, you know. C'est un truc qui est très important à savoir. Une entreprise ne se connecte pas direct, c'est risqué, surtout une banque, spécialement la banque avec laquelle j'ai un contrat en ce moment, c'est très, très risqué, on ne le fait pas. Donc, vous passez par un programme qui est à l'intérieur de la banque. Ce programme check everything. Vous avez l'autorisation, vous avez l'allocation token qu'il vous faut, vous avez l'argent qu'il faut. Bon, on cherche ce que vous envoyez à l'extérieur et puis directement, c'est la banque qui fait ça. Donc, qui envoie à l'extérieur, qui réceptionne la réponse, vérifie la réponse et vous envoie la réponse. Je sais pas, je peux m'arrêter ici 1 minute pour que les gens posent une question. Est-ce que c'est assez clair? Donc, s'il n'y a pas de questions, on passe. Voilà. Donc, la première chose, oui, question? D'accord. Première chose, vous configurez votre provider, qui est votre provider, Google, Gemini, etc. Deuxième chose, profile. J'avais parlé de profile. Donc là, je vais utiliser un profile que j'appelle Jakarta to Quarkus. Jakarta, si vous connaissez Java, vous connaissez Java Enterprise Edition. Donc on appelle ça Java EE. Ça a été changé, maintenant on dit Jakarta, mais c'est simple. Donc profile, je vais faire, enfin je sais pas, pour l'instant j'ai pas envie de toucher, mais bon, new profile. Et puis vous mettez un nom. Donc là, j'ai mis le nom. Je peux changer le nom si je veux, etc. Remember, enfin, rappelez-vous, je vous avais parlé de target et source. Donc, source, je lui dis, je peux m'arrêter simplement à Jakarta II. Donc, ça, c'est à l'intérieur de MTA. Donc, le drop-down, c'est MTA. Bon, si je tape Spring Boot, donc tout ça, c'est available. C'est disponible. MTA le met à ma disposition. MTA, c'est ce que Spring Boot veut dire. Donc, MTA, c'est ce qu'il va chercher quand vous lui dites, hey, mon application est Spring Boot. On appelle ça technologie source. Donc, mon programme here, c'est un programme Java Enterprise Edition, Jakarta Enterprise Edition. Donc, source, je mets simplement ces trois-là. Vous pouvez choisir un ou deux, mais honnêtement, celui-là est suffisant, Jakarta ou bien Java EE. Maintenant, target, c'est très simple. J'ai dit à tout le monde que je voulais à Quarkus. Donc, il y a Quarkus et puis Quarkus 2, 3, le dernier. C'est comme ça que MTA va aider Claude to restrict ce qu'on dit le scope. Donc, c'est pour ça qu'on utilise, vous pouvez me poser la question, mais pourquoi on ne va pas directement utiliser Claude? Parce que MTA fait pas mal de travail avant de se connecter sur Claude. Et ce travail va vous rappeler, va vous aider à économiser beaucoup d'argent et puis du temps aussi. Que, j'allais dire remember, rappelez-vous, ces tools-là, ces outils qui nous aident, nous, développeurs, à migrer old code sur new code, ces outils existent avant AI. Donc, ils ont simplement rajouté la partie AI. La partie AI a été rajoutée à MTA il y a 7 mois, tout simplement. Je travaille avec les gens de Red Hat à la banque à laquelle je suis. Et je suis directement payé par Red Hat, by the way, en fait. Donc, ils l'ont délivré à peu près 6 mois. Donc, je faisais partie des personnes qui ont testé first. Donc, je reviens ici. Première chose à configurer, c'est qui est votre fournisseur. Deuxième chose, vous configurez un profil. Donc, source, target. Là, vous êtes, là où vous voulez aller. Et après, vous allez ici quand vous arrivez. Mais on ne sait jamais une démo, parfois ça ne marche pas. Je l'ai initié un peu. Donc, j'ai démarré le serveur à l'intérieur de MTA. Bon, si je reviens ici,
sur ce schéma et on arrive à la fin bientôt. Ok. J'ai simplement mis Kai. Pourquoi Kai? MTA, c'est la version de Red Hat. Il y a une version open source, ça s'appelle Conveyor. Donc Red Hat a simplement pris ce qui est open source et l'a rhabillé et le vend. Donc vous allez voir Kai un peu partout. Kai, ça veut dire Conveyor. Donc le projet s'appelle Conveyor. Quand ils ont rajouté l'aspect AI, donc c'est devenu Conveyor AI, c'est pour ça qu'on dit Kai. Donc si je vous montre les binaires, donc ce sera simplement Kai, vous n'allez pas voir MTA. Donc Red Hat n'a pas changé les sources, les noms sont simplement les mêmes. C'est pour ça que vous allez voir Kai un peu partout. Donc c'est l'engine que vous voyez ici ou le serveur que vous voyez ici. Donc ce serveur, vous le lancez et une fois que vous avez le serveur qui marche, donc vous cliquez sur le bouton Run Analysis. Je l'ai fait, je l'ai initié un peu. Il a marché, il a trouvé des premiers incidents. Donc, il s'arrête, il me dit si... Oh, qu'est-ce qui se passe? Ça, je ne l'ai pas touché depuis ce matin. Ah, il ne marche plus. OK, le serveur a été arrêté. Voilà. J'espère que ça va aller. OK. Donc là, le serveur marche. Donc, Run Analysis, je l'ai déjà fait. Il a trouvé de premiers incidents, des trucs qu'il faut changer. Donc, je vais vous montrer les fichiers qu'il va changer. Donc là, et c'est le goal, vous montrer comment Claude, en combinaison avec MTA, va voir votre code et change votre code. Donc, si vous connaissez comment, encore une fois, un programme Java marche, enfin, microservice, quand vous utilisez Maven ou bien Gradle, donc ça, c'est le fichier qui vous permet d'importer les librairies dont vous avez besoin. Donc, regardez cette ligne 11. Donc, une servlet, on délivre ça sous forme de WAR file. Donc, il va détecter ça, il va le changer. Carquis ne connaît pas WAR file, Carquis donne simplement un jar file. Donc, ce code-là, Claude va le changer. Donc, si je reviens ici, ça, il a détecté pas mal d'incidents. Avant que je ne run analysis, il n'y avait rien. Cette partie de l'écran était vide. Mais bon, quand vous faites une démo, il faut quand même commencer. Parfois, ça ne marche pas, etc. Donc, je voulais simplement vérifier que le engine marchait, etc. Donc, j'ai fait run analysis. Il m'a donné ça, les premiers incidents, et je me suis arrêté. Donc là, vous voulez qu'il les fixe. Donc, vous cliquez simplement Get Solution. Donc là, il va immédiatement afficher le code et il commence à travailler sur le code. Donc, il vous dit ce qu'il est en train de faire. Donc, ça, c'est le fichier que je vous avais montré. On peut montrer le même fichier ici dans VS Code, mais j'ai préféré faire la séparation. Comme ça, vous voyez le code ici, et à l'intérieur de VS Code, vous voyez simplement MTA et le LLM en marche. Si, il a détecté que ça, en marche, ça va pas. Ça, c'est trop vieux, on va le changer. Et il s'arrête, il me dit, OK, j'y vais ou j'y vais pas. Donc, si je clique ici, le code va s'afficher ici, le même code qui est dans IntelliJ. Je peux le laisser faire ou je peux faire le changement moi-même. Donc, ça, il me propose, je peux accepter, je peux rejeter. Je dis accepte. Voilà. Donc, ça va changer, ça va commencer. Bon, et il continue, il continue, il continue. Donc, vous avez le principe. Il va naviguer à travers le code, il va trouver toutes les choses qui sont très anciennes, ces choses-là qui étaient, rappelez-vous, qui sont d'un Java qui a 10 ans ou 15 ans, qui marche sur des serveurs qu'on ne fait plus, etc. Il va les trouver un à un et il va me dire, on les remplace avec quelque chose qui est un peu plus cloud-friendly. Et à chaque fois, il s'arrête, il me dit, avant qu'il remplace le code, est-ce que j'y vais, je remplace ou je remplace pas? Donc ça, on avait WAR. Maintenant, vous voyez, il y a jar. C'est parti. Il va faire la même chose. Il commence sur ce fichier-là. Donc ça, c'est le build file, comme on dit. Et plus tard, il va venir ici, sur le code. Donc ça, c'est l'ancien monde. Il va le changer. Il va me donner quelque chose qui n'est pas plutôt microservice REST API, etc. Donc, vous avez compris le principe. Maintenant, la même chose, j'attends, j'accepte, oui, non, etc., etc., etc. Et il affiche le code. Il me dit, hey, tout ce qui est vert, je vais rajouter. Tout ce qui est rouge, je vais enlever. Là, ça va prendre du temps. Ça va prendre 10 à 15 minutes. Mais bon, c'est comme ça que ça marche.
À partir d'ici, bon, vous pouvez regarder l'écran et puis de temps en temps, on arrive ici, il va changer le code. Donc, pour l'instant, il travaille toujours sur le pom.xml. Donc, il va changer toutes les librairies qui étaient euh, related, enfin, dont le servlet dépendait, dont le servlet framework dépendait. Il va mettre des librairies dont Quarkus Framework, euh, dont le Quarkus Framework a besoin. Voilà. C'est très difficile pour moi de parler informatique en français. On va y arriver. Je pense que vous avez compris le principe. Accepte. Donc, à chaque fois, il attend, tu vois, accepte, accepte. Cette base de données dont je vous avais parlé, cette base de données qui est sur OpenShift here. Donc, ça, c'est le cloud. Et la base de données, elle est ici. Donc, si je vais aller, si vous connaissez Kubernetes, donc, c'est des pods. Donc, ça, c'est le pod où se trouve la base de données. C'est MySQL. Donc, vous voyez les logs. Donc, vous voyez, tu vois, ils se parlent. Donc, tant que cette base de données est en marche, donc si un autre développeur vient 10 jours après, 20 jours après, avec son code, un nouveau code, donc les ressemblances se trouvent au, already déjà dans cette base de données. Donc, on n'a pas besoin, encore une fois, d'aller constamment. On va voir le LLM quand on en a besoin. Quand on n'a pas besoin, on se contente de trouver la base de données. Quelque chose d'important. Vous n'avez pas besoin, si vous me dites, ah, j'ai envie de faire ça, mais j'ai pas OpenShift. Il y a beaucoup de, je vous ai donné quelques liens sur le PowerPoint. Vous pouvez avoir OpenShift, une version d'OpenShift gratuite. C'est Red Hat vous donne quelque chose pour 30 jours. Donc, sandbox.redhat.com. Je vous ai donné le lien. Vous avez OpenShift, mais vous n'avez pas toutes les fonctionnalités. Et puis, il y a d'autres solutions aussi. Donc, ce que je voulais dire, si vous n'avez pas besoin de cette base de données, knowledge base, pour sauvegarder les solutions antérieures, vous le laissez simplement tomber. Donc, à chaque fois, vous avez un incident, il va directement ici. Donc, ça, c'est pour ça que je l'ai mis en dash, comme on dit, je ne sais pas trop. Donc, voilà. C'est pas obligatoire, mais c'est recommandé. Ce que Claude fait pour vous, parce que les gens disent, mais je peux aller directement, ce que vous faites, moi, je peux le faire directement avec Claude. Je n'ai pas besoin de MTA qui est dans VS Code. Ça, c'est ce que Claude vous donne, MTA vous donne en plus. Ce qu'on fait, c'est du prompt. Quand vous communiquez directement avec Claude, votre prompt, vous le faites vous-même. Le prompt, c'est ce que vous tapez. C'est ça qui va être divisé en tokens et envoyé au LLM. MTA va le faire pour vous. Il le fait mieux que vous et il vous aide à sauver, économiser de l'argent. Parce que MTA va envoyer simplement ce qui est nécessaire. Donc, c'est pour ça que la banque avec laquelle je travaille en ce moment, ils ont décidé de prendre cette solution. Donc, si je voulais, j'ai mon Claude qui est ouvert, que j'ai pas mal de, ici, here. J'en ai fait pas mal. Je me connecte directement from Claude to mon GitHub. Le GitHub télécharge mon code et me demande ce que je veux faire avec le code. Donc là, j'ai pas d'intermédiaire de Claude à mon code. Here, enfin ici, j'ai un intermédiaire, c'est MTA. Donc, accepte. Là, il travaille sur le serveur XML, accepte, accepte, accepte. Il crée le nouveau fichier, comment il a fait, comment il a fait le refactoring file, le fichier qu'il a créé. Et il te dit à chaque fois ce qu'il est en train de faire. Voilà, donc je pense que vous avez compris l'essentiel, comment on peut utiliser Claude directement
ou via MTA pour faire du refactoring. Ça veut dire moderniser un vieux code vers un nouveau code. Un code, on dit en général, on dit cloud native. Voilà. J'accepte, il travaille toujours. À partir d'ici, je pense qu'on peut finir le PowerPoint et puis à partir d'ici, je pense que vous avez compris le principe. Donc, on a tout vu. Là, vous avez LinkedIn, etc. Tout est là. Ça, on a vu le contexte, vous connaissez, la solution, etc. Démo. Donc, ça, c'est quelques références, hein. Il n'y en a pas beaucoup, mais bon, ça vous aide. Je me suis focus sur Claude, parce que les gens, tout le monde dit que Claude est mieux, mais bon, Curseur est pas mal. C'est nouveau. Allez voir Curseur. Dixit, pas mal. Ils sont pas chers. Mistral sont des Français. Kaggle, c'est un endroit où vous pouvez aller. Ils ont des workshops. Je pense qu'ils en ont un dans 2 semaines. Je l'ai fait une fois, 5 jours de workshop. C'est gratuit. C'est des gens, c'est Google qui est derrière. Donc, vraiment, c'est 5 jours, vous avez workshop, présentation et puis coding. Donc, si vous voulez à Kaggle et essayer de vous plateforme AI, totalement complet à partir de Google et gratuit. Donc, ça, c'est Red Hat. Vous voulez aller voir Red Hat, vous venez ici, OpenShift, et sandboxredhat.com. Ça vous permet d'avoir une plateforme OpenShift pour 30 jours, je pense. Il n'y a pas tout dedans, mais bon, il y a tout ce qu'il faut pour commencer à apprendre. Et encore une fois, OpenShift, c'est Kubernetes, containerization. Donc, quand on va dans le cloud, on ne déploie pas directement, on déploie dans des containers. Ces containers, il faut un container orchestrator pour les maintenir. Et OpenShift est un container orchestrator. Et c'est l'un des meilleurs sur le marché. Vous allez à AWS, vous avez AKS. Vous allez à Google, vous avez JKS, Azure, etc. IBM, ils en ont tous. Ou bien vous téléchargez la version gratuite, Kubernetes. Vous installez ça vous-même sur votre serveur, mais ça, c'est assez compliqué. Question, on va passer aux questions. Jërëjëf. Je pense qu'on a tout vu. Donc, je vais vous donner la version française et la version anglaise du PowerPoint. Et quand j'aurai le temps, je mettrai le code. Là, je vous ai fait la démo sur Starlet à Quarkus, mais il y a aussi une version Spring Boot. Spring Boot de Quarkus. Donc, ça, c'est le code original. En Servlet, ça, c'est le code original. Spring Boot, vous l'avez. Donc, je les ai mis ici, Legacy. Celui-là, il a été changé. Donc, c'est celui-là que je vais vous montrer. Il a changé. Donc, mais l'original, really, il est ici, backup. Je l'ai mis sur le backup. Donc, on a travaillé sur ça. On n'a pas eu le temps de faire le servlet, etc. Donc, quelques documents. Le test, là, c'est quand j'ai testé la traduction. Donc, j'ai créé un folder. J'ai mis le PowerPoint en anglais ici et j'ai pointé Claude sur ce document. Je lui ai dit de me le traduire en français. Et la traduction était excellente. Donc, ça, vous n'avez pas besoin de ça. Donc, ça, c'est le web server, HTTP server, c'est Liberty. Donc, c'est un produit. Vous avez Open Liberty, c'est gratuit. Vous le téléchargez. Donc, c'est un peu comme Tomcat, si vous connaissez Tomcat ou Nginx. Donc, voilà. Et le code, il est assez bien expliqué, hein. Donc, là, il a fait pas mal de changements, mais bon, attends, on va voir. Si, il a créé ça. Il a créé ça. Donc, le README que j'avais au début, est-ce qu'il l'a changé? Non, il ne l'a pas changé. Voilà. Donc, ça, c'est le premier README du servlet pour savoir comment la servlet marche. Ah si, il a commencé à le changer. Il a mis pas mal de choses. Donc, je vais ouvrir l'original. C'est pour vous montrer comment, quand vous avez le nouveau code, comment l'utiliser. C'est assez simple. Donc, l'original qui n'a pas été changé, je suis Galson here, c'est backup. Voilà. Donc, servlet original. Ça, c'est la version originale. New window.
Donc, quand vous avez le code, openez le README, il vous dit tout ce que vous avez à faire. Pas grand-chose. Si vous avez la paresse de télécharger l'application serveur ou le HTTP serveur Liberty, vous pouvez utiliser Docker. Donc, le code vous permet de télécharger, de downloader un Docker et inside, à l'intérieur de ce Docker, il y a Liberty. Parce que vous ne pouvez pas hum, faire marcher une servlet sans avoir application server ou bien web server ou bien HTTP server. Application server, c'est le big one, like WebSphere, WebLogic, JBoss. HTTP server, web server et la version kind of minimale, si on peut dire. Donc, Tomcat, c'est HTTP server, Nginx et OpenLiberty. J'utilise sur cette démo, j'utilise OpenLiberty. Et une dernière chose aussi, j'ai pas mal de code servlet, donc avec mes anciens trucs que j'avais fait il y a 5 ans, 7 ans, 10 ans, un peu plus vieux, mais j'ai simplement décidé de créer une servlet nouveau from scratch et j'ai demandé à Claude de le créer. Donc ça a été créé par Claude. Si je peux le trouver quelque part, je l'ai simplement demandé. Hey, tu veux me faire un servlet Java 17? Bon, faut pas aller Java 24, qui est le dernier. Je l'ai quelque part ici. Voilà. Donc, je l'avais fait il y a très longtemps. Create Hello World Servlet for Open Liberty. Si vous voulez Tomcat, vous mettez Tomcat. Donc, ça, je l'ai fait il y a un mois. J'ai fait cette démo pour la banque pour laquelle je travaille. Donc, Claude m'a donné directement un vieux code Java Servlet. Il m'a donné ici comment l'utiliser. Maven, je l'ai dit Maven, une sorte of Gradle. En général, j'utilise Gradle qui est beaucoup plus moderne et moins verbose. Et là, il a fait et il a créé ce README qui m'a dit, vous m'avez vu faire ça. Une servlet, il faut le construire. Donc, vous faites Maven Clean Package et il vous crée le WAR file. Donc, si je reviens ici, donc il n'y a pas de WAR file, je viens de le... C'est pas nécessaire, je pense qu'on a fait l'essentiel. Si je fais ça, il va compiler servlet et créer le WAR file. Ce WAR file, je le prends et puis je le mets sur le HTTP server. C'est comment ça marche. OK, je crois que j'ai assez parlé. Je vais m'arrêter. Maintenant, on passe aux questions. Les gens même en redemandent, je pense bien. Donc, je pense que la présentation était top. Et je vois les réactions des gens au niveau du Meet. Voilà, je pense que c'est super, hyper intéressant. Voilà, le fait de pouvoir parler de ce genre de sujet, voilà, ça permet vraiment de découvrir de nouvelles choses. Et surtout sur la partie, comme vous l'avez dit, en fait, migration, voilà, d'un code qui est un peu vieux. Donc, je pense que bon, on a peut-être bon, la plupart d'entre nous, on a une fois, par exemple, fait cette expérience. Donc, c'est vrai qu'avec l'arrivée de l'IA, bon, avec les outils que vous nous avez présentés, voilà, à savoir MTA, la connexion avec Claude, les proxys et tout. Donc, je pense que ça permet vraiment d'aller hyper vite et d'avoir aussi un résultat qui est vraiment top. Voilà. Et on va peut-être passer directement aux questions. Donc, je pense qu'il y a une question qui a été posée. Donc, je vais essayer de voir ça. Bon, 3 questions plutôt. 3 questions de Libas. OK, Mme Libas. Donc, je ne sais pas si tu vois les questions. Non, attends, j'ouvre le chat. Bon, c'est plus par rapport au token. Donc, il dit, OK, quel est le coût des tokens pour les entreprises, surtout côté développement, voilà, avec Claude. Et là, il nous dit que je vois qu'on dit qu'on va rendre l'IA moins inclusive, en fait. Les tokens, j'ai pas les trucs en tête, mais Claude, c'est 1 million de tokens, $5, des trucs comme ça. Je peux trouver ça facilement. J'ai pas le truc en tête, mais bon, ça, regarde, j'utilise ça. Bon, c'est vrai que depuis le chat, le talk qu'on a eu il y a un mois, je l'ai pas trop touché, mais quand même, je l'utilise pas mal. Si, avec tout ce que j'ai fait, je suis à $4. J'ai fait pas mal de démos avec les clients avec lesquels je travaille en ce moment. $4. Bon, c'est cher, c'est vrai, quand vous travaillez sur ça 8 heures par jour, vous avez des codes qui sont énormes, des documents qui sont énormes, ça peut vous coûter des millions. Mais à notre niveau, on apprend ce qu'on fait. Vraiment, ça me coûte à peu près $30 par mois. Je sais que c'est beaucoup au Sénégal.
si vous voulez avoir API Key, il y a la version totalement gratuite, vous ne payez rien. Et il y a la version abonnement, c'est $20 par mois. Et maintenant, quand vous dépassez les tokens of course, donc, tu vois. Donc, ça, en plus, ce mois-ci, je vais payer $24 avec tout ce que j'ai fait. Donc, la subscription, l'abonnement, c'est $20 et tout ce que j'ai utilisé avec vous, avec la banque, etc., et $4. Donc, c'est vraiment, enfin, on ne peut pas dire c'est pas grand-chose. Ouais. J'ai lu un article hier, un développeur sur, c'est où encore? Meta, Facebook, $1 million par mois. Mais ça, ces gens-là, ils font des choses expérimentales. Ouais, effectivement. Surtout par rapport Donc, à pour ce qu'on fait à notre niveau, mais il faut faire attention. Yes. Il faut vraiment faire attention. Voilà. On met des quotas. Quand vous avez votre key, il vous permet de mettre des alertes. Si je dépasse $20 ou 2500 francs CFA, vous me dites, vous m'envoyez un email, j'arrête immédiatement. Si je suis à 10 000 francs CFA, vous me dites, j'arrête immédiatement. Donc, ça, c'est comme vous faites avec AWS. Pour l'instant, j'ai OpenShift qui run sur AWS. Donc, j'ai des alertes. Car à chaque fois, bon, $50, vous me dites, j'arrête, tu vois. Par certains mois, $5, $10. Quand j'utilise énormément, un peu plus. Il faut mettre des alertes. Vous mettez une carte de crédit qu'on peut charger. Donc, ce que je veux dire, ne prenez pas de risques. Un. Deux, on peut vraiment faire pas mal de choses pour très peu d'argent. Effectivement. Tout à fait. Je pense que même avec Claude, bon, sur la version Pro et les autres versions, Max aussi. Donc, je pense qu'on peut mettre un seuil en fait. Ouais. Si on dépasse par exemple les limites, par exemple par heure, Ouais. les limites par semaine, et qu'on veut avoir Ouais. une utilisation en plus, donc on peut mettre par exemple un certain seuil en disant OK, pour ce mois-ci, le seuil que je vais mettre en fait, ce sera par exemple $20, $50. Ouais. Voilà. Et si on dépasse si on atteint bien sûr le seuil, automatiquement ça bloque en fait. Donc ça veut dire qu'on ne doit pas dépenser plus en fait côté utilisation. Voilà. Après, comme vous l'avez dit, voilà, tout ça aussi, je pense que ça va aussi dépendre de l'utilisation, voilà, sur les projets sur lesquels on va travailler. Et je pense que aussi, par exemple, Et vous avez les Chinois. Voilà, exactement, c'est ce que je voulais dire. Voilà, avec DeepSeek, aussi. pas cher. Voilà, tout à fait. Vous avez les Français. Donc, n'essayez pas simplement Claude qui sont aux États-Unis où tout est cher. Essayez DeepSeek, c'est pas mal comme modèle. Et encore une fois, la programmation, pour le programmer, c'est très simple. Vous venez là et puis voilà. Donc, OK, je fais ça. Voilà. Une fois que vous avez installé, là, j'ai fait sur mon Mac, Ctrl-Shift-P. Ils appellent ils ouvrent ça. Donc, c'est là que j'ai le menu, quoi. Vous ouvrez ce que vous voulez. Donc, c'est comme ça. Tous ces trucs que j'ai ouverts, c'est comme ça que vous les avez. Donc, provider ici, analysis profile, etc. Donc, si je vais à profile ici, je vous crée un autre profile. Donc, pour le screen boot, c'est ce que je vais faire. Je tape le nom du profile. Spring Boot. Si je vais aller, ça c'est le nom, ça c'est pas important. True, Quarkus. Et ce qui est important, c'est technologie de départ, technologie d'arrivée. Donc, target. Je vais aller à Quarkus. Donc, je fais simplement Quarkus. Donc, sur la liste que me propose MTA, Azure, tout ça, j'ai pas besoin. Donc, je laisse tomber, j'ai fini. Et ici, source. Non. Donc, je tape Spring Boot. Voilà. C'est tout. J'ai un nouveau profile. Donc, si je fais la démo, on n'a pas le temps. Donc, je vais utiliser ce nouveau profile. Profile, c'est très simple. Donc, si vous ne connaissez pas les shortcuts, vous pouvez venir ici. Donc, là, c'est où encore celui-là? C'est où le truc que je connais? Et sur Docker, où est-ce qu'il est? Extension. OK. Voilà vos extensions. Et then vous tapez MTA, il va l'ouvrir. So, vous connaissez les shortcuts. Sur le Mac, c'est Control Command P. Et là, vous tapez ce que vous voulez. Il y a pas mal, donc je suis sur MTA. Donc, c'est comme ça que je les ai ouverts, les tables que vous avez vues ici. OK, next question. Et si on reste sur la même technologie, même qu'on veut juste changer de version, par exemple. Alors ça, vous n'avez pas grand-chose à faire. Hein. Il y a un truc qui s'appelle Open Rewrite. Si vous êtes Java, Open Rewrite, vous lui dites, je vais aller à Java, de Java 8 à Java 21. En général, ça se fait assez facilement.
Mais il ne faut pas oublier aussi qu'il y a des librairies que vous avez sur Java 8 qui ne vont plus exister à Java 21. Donc, quand vous changez la version, donc c'est la version, le premier fichier, c'est ici. C'est ici que vous définissez votre version. Donc, si j'ai quelque chose avec Gradle, ce sera plus facile que ça, c'est Maven. Voilà, c'est ça. Donc, c'est là que vous définissez votre version. Vous voulez faire Java 21, vous faites simplement, vous changez ça, 21, et vous compilez. Si vous avez de la chance, ça va marcher. Sinon, il peut vous dire, hey, il y a des trucs qui ont changé depuis de Java 17 au Java 8 à Java 24. Donc, vous allez changer ces choses-là. Et ça peut euh, impliquer des changements sur les librairies. Les librairies sont listées ici. Donc, voilà. Je ne sais pas si j'ai Gradle quelque part. Gradle, ça c'est Maven. Gradle, c'est un peu plus simple. Donc, mais bon, je prends la question suivante. Donc, vous avez compris l'essentiel. Si vous voulez changer une version, vraiment pas grand-chose, à condition que, encore une fois, le framework, les librairies, etc., qui marchaient à Java 8 marchent toujours à Java 21. Ça m'étonnerait. Parce que, ça évolue, comme on dit. Donc, il y avait ça. Euh, ça, je vous laisse avec Daouda. Mhm. Backend, il n'y a pas de certification. Hein. Backend, c'est développement Java. Donc, il faut aller faire des cours Java. Udemy, est-ce que j'ai quelque chose Udemy? C'est un truc qui est pas mal si vous voulez apprendre. Euh, En ce moment, je pense qu'il y a pas mal de choses sur YouTube. Mais si vous vraiment utilisez des professionnels, il y a quelque chose sur Java, oui. Tout ce que j'apprends, mais je ne vais pas à Udemy pour apprendre Java. Donc, la dernière fois que j'étais, c'était pour apprendre LLM sur Amazon, ce qu'on appelle Bedrock. Donc, c'est un cours, je pense qu'il était ouvert. Bon, si je ne me souviens plus de mon password, mais j'ai pas mal de trucs. Donc, toutes mes certifications, je les ai fait. Si vous voulez apprendre, par exemple, microservice avec Java Spring Boot, ça va vous coûter combien? 10 dollars, 15 dollars, ces trucs-là. Donc, celui-là, il est cher. 14 dollars. Donc, si vous voulez apprendre programmation back-end, c'est un peu plus, c'est vague. Mais vous pouvez aller à Udemy, udemy.com, donc here, si, au top. Donc, ça, c'est des gens qui viennent avec leurs cours. Ils donnent à Udemy, Udemy regarde, ça, c'est excellent. Donc, ils le mettent. Donc, quand vous venez vous acheter, donc, je ne sais pas si j'ai pas oublié mon password, je pense que je l'ai oublié, on va voir. Donc, espérons, ça va marcher. Donc, je vais vous montrer les trucs que j'ai acheté pas mal. AWS, OpenShift, pas mal de trucs. Spring Boot, j'ai un dernier, Spring Boot. Euh, donc, je vous conseille Udemy. C'est organisé, il y a des trucs qui sont pas chers. J'ai de la chance, il me demande d'aller voir mon code, donc j'ai pas besoin de password. Et là, je vais vous montrer les cours que j'ai. Donc, je regarde, j'ai reçu mon code, c'est 4, 9, 6, 9, 11. Donc, mes certifications AWS, je les ai ici, mes certifications OpenShift. Donc, c'est ici que j'ai appris. Donc, voilà. Welcome back. OK. Et ça, c'est excellent. Donc, je les conseille à pas mal de personnes. J'ai eu, mais si vous voulez un exemple, vous voulez commencer avec AWS, AWS. Vous venez ici, vous achetez ça. Donc, il s'appelle Stéphane Mayak. Il est pas mal, il est excellent. Et ça coûte 14 dollars. Donc ça vous permet, vous avez le cours, vous avez des vidéos, vous avez il y a tout. C'est excellent. Donc, c'est beaucoup aux États-Unis, mais bon. Où sont mes trucs que j'ai achetés? J'en ai pas mal, hein, j'en ai beaucoup.
J'ai pas mal sur AWS, j'ai pas mal sur OpenShift, Spring Boot, pas mal. Donc, tout ça, j'avais acheté. Il y en a qui coûtent simplement $15, $10, surtout s'ils sont là depuis très longtemps. Vous connaissez Java, vous voulez apprendre comment on fait microservice. Le meilleur framework, c'est Spring Boot. Vous voulez et Spring Boot, vous venez ici. Donc, je vous ai montré Spring Boot, c'était $14. Donc, vous avez les vidéos, il travaille par vidéo. Je ne sais pas si je peux en lancer un. Donc, en attendant, je vais voir la question suivante. OK. Bottom line, enfin, Udemy, vous pouvez apprendre. Donc, si vous ne voulez pas payer, allez voir YouTube et vous tapez ce que vous voulez. Donc, YouTube, il y a pas mal de choses. Vous pouvez apprendre. Attends, on va essayer. Qu'est-ce que je peux faire? Je viens ici. Euh, oui, voilà, ça c'est pas mal, oui. Mhm. Ouais. Mhm. Ouais. OK. Back-end development. Voilà, ça c'est pas mal. Mhm. Ouais. Ouais. Mhm. Et choisir un langage d'abord. Donc, il faut choisir votre langage. Back-end, mais dans quel langage? Tu vois? Mhm. Ouais. Ouais. Java, bon, Node.js, vous pouvez vous donner un peu partout, un peu du tout. Donc, Go, en général, c'est Go, c'est Java. Java, les gens disaient que Java va mourir, mais Java est toujours ici. Java ne va pas partir. Non, mais allez-y, s'il y a quelqu'un d'autre qui veut parler, hein, qui donne des conseils, allez-y. Il ne faut pas que je monopolise la parole. This is good also, please our side. Yes. Comment se positionner? Enfin, je vois tous les aspects à la question. Le premier aspect est, ouais, vas-y, je te laisse terminer. Premier aspect pour acheter des tools. Je ne sais pas si ça marche à l'extérieur des États-Unis, mais si vous êtes aux États-Unis, ils savent. Vous allez à Microsoft, sur Microsoft, il y a toujours des réductions pour les étudiants. Ça, c'est sûr. Si vous êtes étudiant, vous voulez avoir accès à un outil Microsoft qui coûte $100. Vous êtes un étudiant, en général, il y a le tarif étudiant. Donc, ça, c'est la première chose. Maintenant, si vous voulez parler du contexte qu'on peut apprendre, bon, là, c'est des groupes comme ce groupe. Donc, sur ce groupe-là, vous localisez les étudiants, donc vous travaillez ensemble, vous formez vos forums, etc. Donc, ça, c'est les deux aspects que je vois pour un étudiant. L'aspect argent d'abord, les outils dont j'ai besoin, comment avoir accès. Il y a toujours euh, des réductions. Je sais que Google au Sénégal, j'ai une amie qui a une boîte, c'est une fille. Donc, je sais que Google, si vous êtes une dame, surtout en Afrique, vous avez un crédit de $5 000 par mois. Ça, c'est beaucoup. Donc, c'est des choses comme ça. Je ne sais pas s'ils font les mêmes crédits pour les étudiants, mais il faut toujours chercher. Donc, vous cherchez, vous allez trouver. Oui. Muntega, levez la main. Tu vas parler, Muntega? Oui, oui, Provide the oui. cloud les plus économiques. Je réponds à cette question. Mohamed Yeah. Ndom. Tiens, je le connais. Moi, mais provider Google peut-être, GCP. Donc, j'ai AWS en général. IBM sont pas chers, mais leur cloud, il est en train de. J'ai fait 4 ans avec IBM, donc je sais. Compute Storage, Egress, Google, je dirais GCP. Mais le meilleur, tout le monde le sait, c'est Amazon AWS. Azure, ils sont au milieu. Azure, ils sont très politiques. Donc, le moins cher, je dirais GCP. Google. Yes. Mais Effectivement. ça s'agit encore de ce que vous voulez faire, etc. Mhm. Quel VM vous allez choisir, comment vous allez le choisir, etc. Donc, ça dépend de beaucoup de facteurs. Mhm. Effectivement, tout à fait. Il y a quelqu'un qui voulait parler, Muntega, je crois. Ouais, Muntaga, vas-y. Il avait levé la main depuis tout à l'heure. Vas-y. Yes. Yes. Omar, merci beaucoup pour la présentation. J'ai pas mal appris aujourd'hui. Moi, Mhm. j'avais une question par rapport
aux clients. J'aimerais savoir comment est-ce que vous parvenez à convaincre les clients que, legacy code, que le legacy code, qu'une modernisation progressive est mieux. Et ma seconde question. Ça dépend des applications. Mhm. Vas-y, je te laisse terminer. Euh, je crois que la seconde question, c'est comment est-ce que, lorsque vous utilisez MTA, comment est-ce que les parties du code qui ne sont pas, du legacy code qui ne sont pas documentées ou testées, comment est-ce qu'ils arrivent à gérer cela? Ou bien, comment est-ce que vous arrivez à gérer cela? Je peux répondre à cette question d'abord. Yes. En général, quand vous faites refactoring, migration, modernization, comment vous voulez appeler ça, doesn't matter, donc c'est la même chose. Première chose à faire, on recommande toujours, quand vous avez le code final, comment vous allez savoir que ce code, il marche? Parce que le client, en fait, il ne voit pas votre code. Le client, il ne voit que des fonctionnalités. D'accord? Yes. Yes. Votre code, vous allez à une banque, vous allez au distributeur, vous tapez votre nom, vous voyez votre account, votre compte, le relevé, etc. Quel que soit le code derrière, vous voulez simplement les mêmes fonctionnalités, les mêmes trucs. Mhm. Donc, la première chose à faire est de savoir si le legacy code, le vieux code, il est testé. Ce qu'on appelle le Yeah. test coverage. Il est couvert. Donc, Yes. toutes les méthodes, toutes les classes, toutes les fonctionnalités sont testées. Il y a des tests. Si ce n'est pas le cas, en général, avant de commencer à changer quoi que ce soit, il faut rajouter des choses à ce vieux code. Test Yeah. coverage, comme on dit. Donc, vous avez tous les tests. Quand vous avez fini, peut-être on va changer les tests. Quand vous avez fini, le test coverage est le même, vous faites les mêmes tests. Donc, si tout va bien, ça veut dire que les fonctionnalités vont rester les mêmes. Parce qu'encore une fois, le client, il ne voit pas où est-ce que ce code est. Il est dans un VM qui est quelque part, il est sur le cloud, Amazon, Google. Il s'en fiche, il ne voit pas. Tout ce que le client veut savoir, je tape mon PIN number, j'ai accès à mon code, à mon compte bancaire. Et je vois ce que j'ai, je ne sais pas trop comment on appelle ça encore en français, sur mon compte, je vais faire un transfert, ça marche. Ces fonctionnalités-là ne doivent pas changer. Le Comment on balance. convainc? Oui, vas-y. Je disais le balance, le solde. Balance, voilà. Yes. Donc, ton intérêt, toi, en tant que client, tu t'en fiches. C'est Java, c'est Node.js, c'est Go, c'est Cloud Native, c'est pas mon problème. Je veux simplement, en 30 secondes, j'ai toutes les informations et je fais toutes les activités, les trucs que je veux faire. Je suis, Le reste, c'est le problème de la banque. Est-ce que le code est en train de, je sais pas, le code est et c'est excessivement cher. Ils ont multiplié le prix par 10. Donc, vous allez n'importe quelle banque, une banque, un hôpital, etc., s'ils utilisent des VM qui sont sur des serveurs physiques qui sont on-site chez eux, c'est excessivement cher, des millions et des millions et des millions. Donc, c'est critique. Là, je travaille en ce moment, c'est critique. Ils veulent s'en débarrasser à tout prix. Ça coûte de l'argent. À chaque fois qu'on a transformé, qu'on a fini une migration, ils disent, OK, avant, on dépensait pour cette application, il nous coûtait $100,000 par mois. Maintenant, avec la migration to cloud, cette même application nous coûte $100,000 par mois. Donc, à la fin, à the end of the day, comme on dit, l'argent. Tu as aussi soulevé un point qui est très important. Quand il faut changer le code ou ne pas changer le code, ça, je comprends. You know what you're talking about, comme on dit. Je sais que vous connaissez un peu refactoring. Il y a ce qu'on appelle les 7R, 7R, refactoring, rehost, etc. Donc, on regarde le code et on définit quelle est la meilleure stratégie. On peut prendre le code dans son ensemble, on le met sur un conteneur Docker, c'est bon. Là, j'avais parlé de WebSphere qui est très volumineux. On peut aller de WebSphere, le même code, on prend simplement le code, on le bouge from WebSphere to OpenLiberty ou Tomcat qui est plus léger et qui peut runner sur le cloud, qui peut marcher sur le cloud. Ça, on appelle ça le rehost. Parfois, tu as le refactoring, etc. Donc, c'est ça qu'on appelle les 7R. Il y en a 7, etc. Il y en a 7. Repurchase, let tomber et va racheter. Donc, tout ça, on discute. On regarde le code.
et on définit une stratégie. Quand le code est vraiment vieux, ça, on doit le changer complètement. Donc, la solution atomique, c'est refactoring. On écrase tout, on fait re-architect, et then, etc. Donc, c'est ça qu'on décide. On regarde le code. Quels sont les requirements et on décide quelle stratégie on va suivre. Provider cloud les plus économiques, avis sur Jakarta AI aujourd'hui avec la montée. On ne fait plus, pour répondre à cette question, Malik Ba, Jakarta AI, c'était le old Java, comme on dit. C'était la version enterprise de Java. Tu as Java Standard Edition. Un programme Java Standard Edition, tu peux le faire marcher sur ton laptop. Tu vois, Java, minus, etc., jar, et puis tu envoies, ça marche. Enterprise Edition, ce sont les gros trucs qui marchent seulement sur des applications serveurs, WebSphere, WebLogic. Il y en a toujours. Mais est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'il y a des gens, par exemple, qui ont un nouveau projet, qui se disent, oh, OK, je vais faire Jakarta AI? Ça, il y en a de moins en moins, je ne pense pas. Tu vois. Mais il y a des legacy codes, il y en a pour peut-être 5 ans. Il y en avait tellement sur 20 ans, donc il faudra du temps pour que les gens changent. Donc, on ne peut pas comparer Jakarta AI et Cloud Native aujourd'hui si on peut faire, si on a un nouveau projet. Ça veut dire que vous avez une commande, quelqu'un vous dit de construire from scratch à partir de zéro, un nouveau. Je ne vois pas de raison d'aller à Jakarta AI. Jakarta, enfin, c'est Java EE ou Jakarta AI. On a simplement changé le nom au niveau de la version 6, je pense. Java, c'était Java EE jusqu'à version 6. Après, c'est devenu open source public, tout simplement. C'est la même chose. Jakarta EE, Java EE, c'est la même chose. Ouais. Donc, je ne pense pas que vous avez un nouveau client, vous allez dire à ce client pour ce nouveau projet, je vais vous construire quelque chose. Java Enterprise Edition, bon, le packaging sera EARFile. Je vous ai montré JARFile ou ARFile, mais le packaging de Jakarta AI, c'est EARFile. Et je vais le déployer sur WebSphere. Le client va vous dire, mais vous êtes fou. IBM a décidé de laisser tomber WebSphere, c'est fini dans 3-4 ans, etc. Tu vois. Quarkus, Eridon, Spring, Edge, ouais. Quarkus est la version, enfin, je dirais pas la version top au-dessus de Spring Boot, mais bon. Je dirais Quarkus, c'est Spring Boot en stéroïde. C'est un peu mieux que Spring Boot. C'est un peu plus facile le développement. Je vous ai montré, vous changez votre code, il le prend immédiatement. Et puis, les artefacts que vous générez sont plus petits que les artefacts Spring Boot, etc. Donc, Quarkus, c'est vraiment plus moderne. Mais il est plus récent aussi. Donc, ça, c'était pour la dernière question de Malik Ba. Mm-hmm. Il est plus moderne, oui. Ouais, il est surtout l'intégration. C'est vraiment très facile. Ce que je vous ai montré, par exemple, le hot, qu'on appelle le hot upload, ça c'est, ça ressemble à rien, mais pour un développeur avant, quand on avait WebSphere, par exemple, il faut l'arrêter. Vous faites le build. Vous avez votre application, vous faites Maven or Gradle build. Après, vous avez votre jar file. Vous allez voir WebSphere, vous le mettez, etc. Vous relancez. Donc, à chaque fois que vous avez un petit changement, il vous faut 30 minutes pour le tester. Tandis qu'avec Quarkus, vous tapez ce que vous voulez, il le prend immédiatement. Ce qu'on appelle dans le jargon du business, c'est hot reload. Là, je ne sais pas s'il est toujours, tu vois,
fait reload immédiatement. Bon, je pense que ça marche toujours. Donc, j'ai fait Quarkus Dev, il marche. Il y a un serveur, il n'y a rien. Maintenant, je fais Quarkus Dev et mon code a été déployé. S'il est toujours là, je ne sais plus. Donc, je fais refresh. Est-ce qu'il est toujours là? Hop, immédiatement. Donc, c'est déployé en Kubernetes. Donc, vous avez pas mal de fichiers à générer. Si vous connaissez le deployment OpenShift, bon, hors Kubernetes. Vous avez deployment.yaml, vous avez service.yaml, vous avez route.yaml. Il faut connaître cloud, il faut connaître Kubernetes ou OpenShift. Quarkus vous permet de déployer directement. Donc, je reviens ici, je ne l'ai pas fait. Je me connecte. Il y a quelques fichiers de configuration, donc ici, et il se connecte directement. Donc, c'est comme ça le design a été fait pour faciliter, le développement. Donc, c'est vraiment l'ami des développeurs. Et aussi le framework, bon, il y a ce qu'on appelle Reactive Programming. Vous voulez faire ça avec OpenShift, avec Spring Boot, c'est un peu séparé. Les deux, Reactive et l'autre, je ne sais plus comment il s'appelle, en même temps. Donc, il y a des différences au niveau de l'aspect user-friendly. Il est assez facile à utiliser pour un développeur. Et aussi, il y a aussi des aspects, différences au niveau du framework, des binaries. Il te permet de faire des choses que Spring Boot ne te permet pas de faire. Mais Spring Boot est plus solide, Spring Boot est plus ancien, il est plus complet. Donc ça, si vous allez dans les détails, il faut faire attention. Bon, il y a quelque chose, maybe, des trucs que vous ne pouvez pas faire sur Quarkus, mais ils sont en train de rattraper Spring Boot au niveau contenu. Si vous travaillez avec Red Hat, forcément, ce sera Quarkus. Je conseille toujours de commencer avec Spring Boot. C'est plus simple. Et Spring Boot aussi, ils sont en train de faire des choses, bon, j'en ai pas parlé, mais Native Image, quand vous avez les images, on va les, enfin, Quarkus.io. Vous avez quelques vidéos ici. Vous avez, enfin, si vous connaissez Spring Boot, Quarkus.io, vous venez ici, il y a quelques vidéos, vous pouvez apprendre ça une demi-journée. Le code est à peu près le même, hein, il se ressemble. Donc, si je prends le code Quarkus, est-ce que ça, c'est le code Quarkus? Ouais. Donc, si vous connaissez Spring Boot, c'est à peu près, c'est vraiment close. La différence se fait quand vous compilez le code. C'est là que Quarkus take over et change des choses. Mais si vous voyez les trucs, c'est à peu près la même chose. Hein. Je n'ai pas ouvert un code. Est-ce que j'ai un code de Spring Boot? Vous allez voir beaucoup de similitudes au niveau du code, avec Quarkus. Quarkus use REST Easy, donc c'est un peu plus, il use CDI, des trucs comme ça. Mais bon, c'est à peu près la même chose. Hein. Si vous connaissez Spring Boot, le code Spring Boot et le code Quarkus, c'est vrai similaire. Je ne sais pas si j'ai un code Spring Boot ouvert. Okay. Si j'en ai un, vous n'allez pas noter la différence. Ok. Backup Hello Spring Boot original. Ok. Ça, c'est Spring Boot. Donc, Hello Controller, ça, c'est un code Spring Boot. Ouais, mais bon, il n'y a pas grand-chose ici. Mais vous voyez que c'est à peu près les mêmes choses. Hein, voilà. Bottom line, Spring Boot est très similaire to Quarkus. Mais Quarkus est beaucoup plus moderne, beaucoup plus rapide et beaucoup plus user-friendly. Je conseille, si vous ne connaissez pas, si vous êtes nouveau sur microservice, commencez avec Spring Boot.
Yeah, ça, c'est vrai. Il est orienté, il a été designed for the cloud. Yes, definitely. Ça, c'est totalement vrai. Bonjour tout le monde. Bonjour Monsieur Omar Gueye. Donc merci pour votre Bonjour. présentation et nous avons beaucoup appris aujourd'hui. On vous remercie pour cette séance. Donc moi, ma question, elle tournait autour du fait de un peu de l'aspect financier. Par exemple, vous mettez en place votre ERP et c'est pour les PME et tout en mode SaaS. Maintenant, selon vous, comment est-ce qu'on doit faire pour euh, mettre les prix de sorte à ce on ne fait pas fuir tous les clients. Comment, comment on peut adapter les prix pour ne pas faire fuir les clients quand on développe notre SaaS et que c'est accessible? Ben, d'abord, le premier coût, bon, vous utilisez ces LLM, il faut payer. Donc, vous devez savoir vos dépenses. Qu'est-ce que vous dépendez? Vous avez un client, il a un projet. Vous avez déjà fait un projet similaire. Donc, vous devez savoir combien ça vous a coûté au niveau euh, LLM, puis au niveau hosting, est-ce que vous utilisez, vous devez faire des tests. Quel cloud vous utilisez, etc. Et les gens qui le font. Donc, si vous travaillez avec des gens aux États-Unis, c'est cher. Des gens au Sénégal, en Inde, etc. Donc, vous devez savoir à peu près chaque projet, combien ça va vous coûter. Donc, quand vous commencez, il est recommandé de ne pas surcharger, surfacturer un client. Donc, ça, c'est le problème au Sénégal. Enfin bon, tout le monde le sait, c'est pas, il n'y a pas beaucoup d'argent. Donc, euh, enfin, c'est assez critique quand même. Bon, vous avez des gens qui ont été formés en France, qui ont été formés aux États-Unis. Bon, ils rentrent au Sénégal, ils ont une famille à entretenir, etc. Si ces gens-là travaillent au Sénégal, c'est déjà beaucoup. S'ils restent en France, donc les prix en France, les prix au Sénégal, c'est pas la même chose. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'est-ce que ça va vous coûter, vous, entrepreneurs, de produire ce produit. Et à partir de là, vous vous dites, OK, c'est mon premier client, donc je vais mettre. Ce truc m'a coûté 1000 $. Enfin, ce truc m'a coûté 500 000 francs CFA. Je vais mettre 10% de plus. Donc, je vais garder les clients. Donc, plus tard, le truc qui va coûter 500 000 CFA, ça va vous coûter peut-être 400 000 CFA, parce que vous avez déjà le code base. Donc, vous pouvez vous dire, OK, je vais mettre 5%, 6%, 10%. C'est mon, vous commencez à avoir des clients. Ces clients commencent à dire des choses, bonnes choses sur vous. Ce que je veux dire, limitez votre marge au début. Donc ça, c'est business, hein, ça n'a rien à voir avec software. Limitez votre marge, ne pas faire fuir le client au début, et puis plus tard, augmenter la marge. Et il faut savoir ce que chaque projet va vous coûter, d'abord. Oui, D'accord. Merci beaucoup. de rien. Ouais, 1h30, ouais, c'est bon. Mhm, mhm, mhm.
Mhm. C'est bon? On a fini? À Atlanta, il est 1h30, donc je peux aller manger. Non, attends. Quand on n'a pas d'attaque ici, on travaille tout le temps, mais bon, on mange quand même. Ok, c'était pas mal. Bon, de temps en temps, c'est quand on peut aider, on aide, quoi. Ouais. Non, simplement bon courage et puis continuer. Ça m'a fait plaisir, quoi. Quand j'ai appris via, je pense, Mohamed, il est dans le call, que vous avez ce genre de truc. Mohamed Gom, il fait coucou, coucou Mohamed. Donc, je me suis dit, ah, ça, c'est excellent. Donc, on est à l'étranger, on a toujours essayé de faire des choses, mais bon, avec les Sénégalais, bon, ça ne marche jamais. On s'est dit, bon, on laisse tomber, tu vois. On a quitté le pays depuis si longtemps, on s'est dit, bon, ici, on travaille, on n'a pas le temps, la discipline, tout ça. Donc, quand j'ai vu ça, je me suis dit, ça, c'est des gens, bon, ok, je peux y aller, j'ai regardé un peu, ah bon, ok. D'accord, je peux vous donner 2 heures de temps en temps, tu vois. Il y a Oui, Mohamed, j'ai vu Mohamed aussi, ouais. bonsoir à tous. Ouais, j'ai vu Mohamed. Bonsoir, cher mentor. Très heureux de vous. Ouais, c'est grâce à toi que j'ai connu Galsen, si je ne me trompe pas. Donc, C'est ça, très heureux de vous voir ici. Merci yeah. à Daouda. En tout cas, c'est une grande opportunité pour beaucoup profiter. Oui, il faut beaucoup profiter de ces moments parce que, ouais, comme on le sait, c'est une personne open mind. Il touche à tout. Je suis très, très content qu'il soit aujourd'hui ici. Open mind. On ne parle plus Wolof au Sénégal, mais non, on parle anglais. Il me dit open mind. Ok, c'est bon. Bon, merci en tout cas. Jërëjëf waay waa Sénégal. Merci beaucoup. Jaajëf, merci. Allez, bon courage. Ok. Anytime, hein? Ok, Inch'Allah. Merci Ciao, beaucoup. bye bye. Ciao. Donc, pour l'enregistrement, ce sera disponible. Je pense qu'il y avait la question qui était posée. Voilà. Après, on va le partager au niveau de la communauté, voilà, pour les gens qui veulent suivre ça, Inch'Allah. Allez, merci. Merci tout le monde. Dada, Oui. pour le